Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je n'entends pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. Nous respecterons totalement la Constitution. Nous ne sommes pas la NUPES. J'assumerai ma responsabilité, celle d'être un Premier ministre de cohabitation. Nous avons toujours respecté les règles, quelles qu'elles soient, les règles électorales, les résultats des élections, à la différence de l'extrême gauche. Respectueux de la fonction, mais je serai intransigeant sur la politique pour laquelle nous aurons été élus. Nous ne souhaitons pas le chaos institutionnel. Et Marine Le Pen dessine les concours dans une cohabitation assez hostile envers Emmanuel Macron. En cas de victoire du RN, la chef de file estime que le chef de l'État n'aurait plus son mot à dire sur des questions de défense, voire de politique étrangère, Philippe. Alors parlons vrai. Imaginez-vous une cohabitation Macron-Bardella. Pourrait-on dans ce cas basculer dans une crise de régime? Et à cette question, en cas de cohabitation, le Premier ministre devra aller, vous dites, à 66% à l'affrontement, à 34% au compromis. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Bertrand Mathieu est avec nous, professeur émérite de droit constitutionnel à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Monsieur le professeur, bonjour. Juste avant de revenir vers vous, Philippe Bilger. D'abord, à propos de la déclaration de Marine Le Pen, elle a proféré une ineptie. Au fond, le président de la République n'a pas qu'un rôle honorifique dans le domaine militaire, il est le chef des armées, et en revanche, là où elle n'a pas tort, mais ça n'est pas ce qu'elle disait, c'est Matignon qui a les cordons de la bourse et qui permet ou non des expéditions. Deuxième élément, je me demande si ça a du sens de faire référence à des précédents historiques. Je crois que la cohabitation dépendra de la réalité des relations qu'auront Emmanuel Macron et Jordan Bardella dans une invention peut-être quotidienne. Et dernier point, moi j'ai l'impression que précisément à cause d'un amateurisme qui peut être éventuellement reproché à Jordan Bardella, il risque de vouloir avoir une posture plus audacieuse qu'elle ne devrait l'être. Je pense que, comme tous les gens qui seront peut-être mal à l'aise au début, il en fera peut-être un peu trop. Françoise Degois. C'est pas vrai, je m'inscris en faux de ce que dit Philippe Bilger, pour avoir vécu une cohabitation de très près, celle de Lionel Jospin et Jacques Chirac. C'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tout à fait tort quand elle dit que c'est honorifique. C'est-à-dire qu'il y a de la substance, bien sûr, dans le rôle de chef des armées, mais en termes de cohabitation, il devient moins décisionnaire. Oui. Donc, non, mais c'est très important. La nuance est vachement importante. Et on a un exemple, que ce soit l'armée ou les affaires étrangères, domaine réservé, on a l'exemple de Jospin-Chirac. Je rappelle que en 2000, Lionel Jospin part comment dirais-je, en voyage officiel au Proche-Orient. Il arrive à l'université de Birzeit et il rompt la ligne de la politique arabe du Quai d'Orsay, portée notamment par Jacques Chirac, en déclarant que le Hezbollah est un mouvement terroriste. Il se fait caillasser, mais il mord la ligne. Il est Premier ministre de cohabitation, il mord la ligne sur ce domaine réservé. Et à part le convoquer à l'Élysée, Jacques Chirac ne peut pas grand-chose. Donc, je veux dire par là que Marine Le Pen n'a pas tort, parce qu'elle ouvre quelque chose qui va être fascinant à observer si d'aventure ça arrivait. Je ne crois pas que ça arrivera sur une majorité absolue du tout sur le RN, mais si ça arrivait, ce serait très intéressant. J'attends notre constitutionnalisme, mais c'est à la fois faux, mais c'est vrai aussi. Bernard Connet. Oui, moi je vais poser la question un peu longue, comme dirait Cécile, au professeur Mathieu. C'est déjà trop long déjà. Le professeur Mathieu, c'est qu'on a aussi des cohabitations de présidents et de premiers ministres quand ils sont de la même étiquette. Hein. Certains n'ont pas apprécié d'être des fusibles, des collaborateurs. Vous le savez, professeur, le fameux dogme, le président préside et le premier ministre que gouverne, même sous la Ve République, quand on est du même camp, c'est pas possible. Et moi, je voulais aller peut-être dans ce qui risque de nous arriver si demain Jordan Bardella, qui ne sera pas candidat à l'élection présidentielle s'il est Premier ministre, est-ce que le Premier ministre Bardella n'a pas intérêt à faire du compromis justement pour protéger l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence de la République? Bertrand Mathieu, pour répondre aux 3 vraies voix. Oui, écoutez, merci pour ces commentaires. Je crois qu'il y a une part de vrai dans chacun d'entre eux. Il y a deux aspects de la question. Il y a un aspect politique qui sera, en effet, le rapport de force entre le président et le Premier ministre et la perspective de l'élection présidentielle. Et puis, il y a, dans l'hypothèse où le consensus ou un minimum d'accord n'arriverait pas à se trouver,
il y a ce que dit la Constitution. Or, la Constitution, elle est sur ces points extrêmement obscurs. Voilà. D'une part, il n'existe pas de domaine réservé, au sens strict du terme. Voilà. D'autre part, le président de la République est garant des intérêts fondamentaux de la nation au titre de l'article 5. Quels sont les outils dont il dispose ? Il dispose d'un certain nombre d'outils, d'abord un certain nombre de nominations, en particulier celles des ambassadeurs ou des responsables militaires, nominations qui demanderont l'accord des deux autorités. Donc le Premier ministre ne pourra pas non plus imposer au président de la République la nomination des généraux, par exemple. Le président de la République préside les comités et les conseils de défense nationale, où il y a un certain nombre de décisions qui sont prises. Mais d'un autre côté, le Premier ministre et le gouvernement sont responsables de la défense nationale et ils disposent également des armes budgétaires. Voilà, donc je crois qu'en fait, on est dans une situation où la Constitution est extraordinairement peu claire et où la résolution de ce conflit ne peut être que politique. Voilà, merci pour cette clarté, parce que je pense que là-dessus, ça va être une interprétation, ça serait une interprétation, et je tiens quand même à rappeler également, parce que ça serait bien, monsieur le professeur, vous le rappeliez, les gens confondent cohabitation et remaniement. Nous ne sommes pas face à un remaniement si Jordan Bardella avait la majorité absolue. Une cohabitation, c'est le seul moment dans la 5e où il y a un véritable pouvoir parlementaire, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent bien que l'ensemble des pouvoirs sont transférés quasiment à Matignon, et c'est pour ça que Marine Le Pen part sur les supposés domaines réservés qui n'existent pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est totalement flou et interprétable, parce que c'est un pouvoir total de Matignon. Il y a quasiment presque plus de lien de subordination entre le Premier ministre et le Président. On est d'accord là-dessus? Vous avez raison. Simplement, le président garde dans sa musette constitutionnelle un certain nombre de pouvoirs d'empêcher. Les ordonnances, par exemple. Le pouvoir de décision lui échappe, mais il garde le pouvoir d'empêcher. Les ordonnances. Ça s'appelle la promulgation, professeur. Et c'est là-dessus, on peut voir. Est-ce que le président de la République, comme on l'a vu du temps de François Mitterrand, peut refuser un moment, puis retarder la promulgation d'un certain nombre de textes qui pourraient bloquer la politique gouvernementale et l'action gouvernementale? Il peut la ralentir, mais il ne peut pas la bloquer totalement. S'agissant des lois, il a l'obligation de les promulguer, sauf à les transmettre au Conseil constitutionnel. Il peut éventuellement empêcher le gouvernement de gouverner par ordonnance, et il peut éventuellement intervenir sur les sujets qui vont être discutés en Conseil des ministres. Donc il garde le pouvoir, mais il n'a plus la légitimité fondamentale. Et comme il a été dit très justement, sous la Ve République, celui qui gouverne, c'est celui qui a gagné les dernières élections. C'est ça. Le président, lorsque il vient de gagner l'élection, le Parlement, lorsque le Parlement a gagné les élections. Et c'est ça la logique de la Ve République. Mais il y a quand même un système de contre-pouvoir qui permet qu'il n'y ait pas un pouvoir absolu de l'un des camps. Professeur, juste avant, je rebondis, pardonnez mon ignorance, mais il pourrait les bloquer jusqu'à la fin de son mandat? Non, il ne peut pas bloquer, il peut bloquer les ordonnances, mais ce qui relève du vote de la loi, ce qui relève de la compétence du Parlement, il ne peut pas véritablement le bloquer. C'est impossible. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs François Mitterrand. François Mitterrand avait dit ce qui relève du Parlement, et ce qui relève du gouvernement relève pour une part de moi. Monsieur le professeur, vous avez dit tout à l'heure, ce qui est admis, qu'il n'y a pas à proprement parler de domaine réservé présidentiel. Est-ce que, à votre avis, dans un rapport de force extrême, il pourrait y avoir une destruction complète de cette pratique présidentielle qui laisse entendre que le président de la République a la main sur certains thèmes fondamentaux, ou est-ce que ça risque de durer? Mais écoutez, Philippe Bilger, je suis très heureux d'échanger avec vous. Moi aussi. Je dirais simplement que si l'on arrive à la crise maximum, on peut se trouver un peu dans la situation de MacMahon
qui, en 1877, se trouve contraint de se soumettre ou de se démettre. C'est ça, d'accord. C'est une solution politique. Oui, parce que vous êtes constitutionnaliste, mais vous êtes également... elle n'est pas... on ne peut pas la couper et la séparer de la politique. La réalité, c'est que ce que nous sommes en train de voir, et là on parle d'une majorité absolue avec Bardella à Matignon, mais c'est le même cas, peut-être encore pire, pas pire d'ailleurs, c'est la même chose, avec des majorités relatives. Il y a un moment donné, si vous voulez, les ressorts sont tellement remontés dans l'affaiblissement de la fonction du président qu'à un moment donné, que vous le vouliez ou pas, seule la démission peut s'imposer dans une semaine, un mois, 2 mois, en septembre, au premier budget, invotable. Qu'en pensez-vous ? Mais bien sûr, je crois que la solution, dans le cas d'un gouvernement, j'allais dire qu'il ne répondait que sur une minorité relative ou un gouvernement technique, il n'y aurait même pas, ce gouvernement n'aurait même pas une véritable légitimité. Donc je trouverais face à un président dont la légitimité est considérablement affaiblie et un gouvernement dont la légitimité politique est faible. Et donc, obligatoirement, démission. 0826 300 300 avec notre auditeur. Laurent, vous vouliez intervenir ? Alors j'ai envie de vous dire que comparé à mon coup de gueule du jour, on s'apprête plutôt à avoir du survivre ensemble en fait. Il est bon, hein. Oui, peut-être. Autre chose ? J'ai un peu de mal à voir comment est-ce que on va pouvoir... Alors, Emmanuel Macron est quand même quelqu'un de très joueur, on va pas se mentir, et même si j'entends effectivement la démission, et là pour une fois je suis d'accord avec Françoise, mais autant effectivement une démission serait peut-être logique, mais de quoi est-il capable en fait pour les 3 années à venir ? Vraie question. Bertrand Mathieu, vous avez entendu Laurent qui est notre vraie voix du jour. Oui. Finalement, est-ce que les 2 grands pouvoirs qui restent au président de la République, un dont on espère qu'il n'utilisera jamais, c'est le feu nucléaire, et le deuxième, c'est l'article 16 ? Oui, absolument. C'est l'article 16, mais les conditions de mise en œuvre de l'article 16 sont extrêmement difficiles à réunir. Il faut que les pouvoirs publics ne fonctionnent plus. Bien sûr. Et donc, on se trouverait dans un cas de crise majeure. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un an, le président peut à nouveau dissoudre. Oui. Et là, on a à vivre 1 an. Il y a 1 an à vivre dans ces conditions. Non, mais moi, je voudrais juste... Excuse-moi, oui. Professeur, je pense que l'enjeu va être aussi dans les nominations. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, au niveau des... Ça peut être des préfets, des ambassadeurs, des grands... à la tête de grandes administrations, la police, l'armée, surtout un préfet de police par exemple. Est-ce que vous pensez... Je pense qu'il va y avoir des marchandages nécessaires pour avoir un équilibre. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr. Alors l'expérience a montré, mais je rappellerai que quand on prend l'exemple Mitterrand-Balladur, on a un président de la République qui est affaibli non seulement par l'impossibilité ou par l'impossibilité physique de se représenter, mais aussi par son état de santé. Oui. Le problème, c'est que tout va se négocier. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est le gouvernement qui choisit les préfets, les ambassadeurs, les recteurs qui sont chargés de mettre en œuvre sa politique, mais il est évident que le président de la République disposera de la gomme, si je puis dire. On dit souvent l'exemple de la gomme et du stylo. Il disposera de la gomme et qu'il pourra rayer, ou tout au moins effacer, un certain nombre de noms qui seront proposés par le gouvernement. Françoise de Gaulle. Professeur, moi, tout le monde fait comme si Bardella allait avoir une majorité absolue, ce que je ne crois pas et ce que ne montre absolument pas, en plus, toutes les enquêtes qui sont plutôt faites au cordeau, ça n'est pas le cas. Je pense que même la majorité relative, il n'en veut pas, il a bien raison de ne pas en vouloir. Ça veut dire derrière l'obligation d'un gouvernement, entre guillemets, d'union nationale qui est encore plus compliqué. Les deux sont compliqués, tout est compliqué. Moi, vous dites, il y a un an à vivre comme ça. Vous savez très bien, et nous savons tous autour de cette table, qu'il y a une seule épreuve de vérité dans une démocratie, c'est le vote du budget. Et la réalité, en septembre, c'est pas dans un an, c'est dans 3 mois. La seule question qui va se poser, c'est le budget est voté ou pas. 49.3 ou pas? Non, c'est même pas 49.3. La France sans budget ou pas, vous savez très bien ce qui va se passer. Toutes les entreprises, elles auront raison, à un moment donné, vont dire, tout le business, tous les gens qui font la richesse de ce pays, parce que les grands groupes font aussi la richesse de ce pays. Moi, je suis pas en train de manger des milliardaires au petit déjeuner tous les matins. La réalité, c'est que vous savez très bien qu'à un moment donné, ce monde-là va dire stop et va rentrer de plein pied dans la politique, ou pas? Oui, écoutez,
C'est tout à fait possible. Le problème, c'est qu'on a une situation où le consensus est quasiment impossible. Voilà. La fracture politique est telle que le consensus sera très difficile. Alors on peut imaginer, à la limite, un budget qui est voté en effet avec le 49.3 et avec quelques voix grappillées d'un côté ou de l'autre. Ou de DLR avec Aurélien Pradier, par exemple. On voit bien pourquoi il fait ça, Aurélien Pradier. Oui, bien sûr. On peut imaginer un bricolage. Mais c'est vrai qu'on sera dans une situation qui sera pour le pays parfaitement instable. En fait, on gèle tout. On ne peut imaginer que de geler la situation. Oui, professeur, 3 blocs, on voit bien 2 blocs en tête et un troisième un petit peu à la remorque. Beaucoup. Est-ce qu'il vaut mieux dans cette situation-là un politique ou le meilleur économiste de France, si vous voyez à quoi je fais référence? Vous nous mettez un coup de barre là. Écoutez, je crois d'abord que institutionnellement, et ma position n'est pas du tout de ce point de vue politique, il faudrait mieux qu'il y ait une majorité absolue, mais j'y crois pas beaucoup. Non. Institutionnellement, c'est fait pour fonctionner avec une majorité absolue. S'il y a un gouvernement de techniciens, il est évident que l'on va scruter à la loupe l'orientation politique de tel ou de tel. Et ça peut se poser pour des personnalités qui sont aujourd'hui un peu éloignées du terrain politique, mais qui ont eu un ancrage politique et qui ne seront pas forcément admises, dont la légitimité politique ne sera pas forcément admise. Il va être très difficile de trouver un gouvernement de techniciens qui soit finalement admis à défaut d'être soutenu. Merci beaucoup Bertrand Mathieu, professeur émérite de droit constitutionnel à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.